Bienvenue à Québec Monde, qui vous parvient cette semaine de Place Fleur de Lys, où se déroule le 8e Festival de la bande dessinée. Un festival qui est quand même assez international, Annie, il faut l'avouer. Effectivement, Jacques, et d'ailleurs, nous aurons la chance d'avoir en entrevue plusieurs BDistes qui proviennent entre autres de la France, mais plus particulièrement de la Belgique. Ben oui, la Belgique, la Mecque de la bande dessinée, on pourrait dire, en Europe. Et ces temps-ci, vous vous intéressez certainement à aller à la cabane à sucre, et on va en parler avec un petit côté international. Hein? Oui, Marc-André Jolicoeur nous parlera d'acériculture et nous parlera aussi, entre autres, de l'exportation du sirop d'érable à travers le monde. Aussi, au musée de la civilisation vient de débuter une exposition fort intéressante. Oui, les hommes de fer. D'ailleurs, nous en donnerons un petit avant-goût dans quelques instants. Alors, allons rencontrer les BDistes qui sont présents ici au 8e Festival de la bande dessinée. Monsieur Gilles Chaillet, vous êtes français et quelqu'un de connu dans le domaine de la bande dessinée parce que ce fameux héros qui s'appelle Vasco, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, ici même au Québec même, mais surtout en Europe. Qui est Vasco? Vasco, c'est un Siennois qui a vécu au XIVe siècle de notre ère en Italie et qui a un rôle assez rare dans la bande dessinée. Il travaille pour une banque. Le Moyen-Âge nous avait habitués à des chevaliers, comme Chevalier Ardent de Cranal, ce qui est avec nous en ce moment. Moi, je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent, de montrer le Moyen-Âge par les coulisses. Et les banquiers œuvraient dans l'ombre des puissants, dans l'antichambre du pape, des rois, en France et un petit peu partout en Europe. Et je voulais montrer justement la petite histoire par ce biais. Et en plus de ça, ces gens-là voyageaient beaucoup. Le plus connu d'entre eux s'appelait Marco Polo. Ouais. Il a été jusqu'en Chine et je me suis fait un plaisir d'envoyer Vasco jusque-là. Et oui, parce que vous avez une de vos bandes dessinées ici, Les Princes de la Ville Rouge. Oui, et ça se passe oui. Et vous me disiez que, bon, c'est un autre rythme, hein? Ça se passe un peu moins rapidement. Oui, d'ailleurs, l'accueil, je dois avouer, pour cet épisode, le 12e de la série, avait été plus mitigé. Parce que les gens n'avaient plus leur repère. Quand une aventure se passe en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, comme ça s'est déjà déroulé pour plusieurs aventures de Vasco, les gens connaissent bien, ça fait partie de notre culture. Dès que je dépasse l'Orient, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, là les gens commencent à être un petit peu perdus. Et c'est vrai qu'en Europe, on n'étudie pas tellement l'histoire de la Chine. Hein. On connaît ça de façon très, très grosso modo. Et les gens étaient un peu perturbés, entre autres par le rythme de l'histoire. J'ai voulu faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'un Européen peut ressentir lorsqu'il se promène en Chine. C'est, paraît-il, une école de la patience extraordinaire. Les Chinois ont le don de vous faire marronner d'une façon inimitable. Et c'est vrai que le rythme est beaucoup plus long que dans les autres histoires, et basé en fait surtout par les différences de mentalité. Vasco est perdu, il n'a pas du tout compris les règles du jeu qu'on lui fait mener, et petit à petit il va tomber dans un piège savamment organisé pour lui faire endosser le chapeau d'un crime qu'il n'a absolument pas commis. Oui. Pourquoi s'intéresser au Moyen-Âge? Vous n'êtes pas historien, mais vous êtes devenu presque historien en devenant dessinateur. J'avoue que j'adore l'histoire, non seulement le Moyen-Âge, mais aussi l'Antiquité. Tout ça, c'est parti de la découverte d'une bande dessinée fort célèbre, à savoir les aventures d'Alix. J'avais 7 ans, c'était... Oh, il y a très longtemps, c'était la préhistoire à peu près. C'est un chevalier, Alix, c'est l'Antiquité, c'est un gallo-romain, lui. Et Jacques Martin, l'auteur de la série, m'a fait énormément apprécier l'histoire de la Rome antique. Mais lorsque j'ai eu, depuis je travaille avec Jacques Martin, je collabore à une autre série qui s'appelle Le Franc, et lorsque j'ai eu l'opportunité de créer un nouveau personnage pour le journal Tintin, je ne pouvais pas faire de mon héros un Romain, puisqu'il existait déjà Alix. Alors j'ai créé ce Vasco au Moyen-Âge parce que j'avais lu quelques ouvrages sur l'époque, notamment Les Rois Maudits de Maurice Druon, oui, qui mettent en scène justement ces banquiers au Moyen-Âge, la fameuse famille Ptolémée qui a réellement existé. Et un autre ouvrage... La famille de Vasco. Et qui est la famille de Vasco, finalement. Et si Vasco n'a pas existé, sa famille a réellement existé. Son palais, d'ailleurs, existe toujours à Sienne. Ah oui. Et j'avais visité Sienne un an auparavant, ça m'avait énormément plu. C'est une ville qui n'a pratiquement pas changé depuis le XIVe siècle. Et j'y suis retourné donc pour faire un repérage, et je me suis aperçu que là-bas, le nom de Vasco était très porté à Sienne. Ah oui. Il y a un restaurant, d'ailleurs, qui s'appelle Chez Vasco. Je vous le recommande pas, d'ailleurs, c'est pas terrible. Mais je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas de doute, il faut que ce personnage s'appelle Vasco. Oui. Et je remarque aussi, vous avez plusieurs titres qui sont un petit peu inquiétants, hein, même démoniaques. J'ai lu Les Fossoyeurs de Belzébuth, ça m'a fait un peu peur. Eh oui, Les Fossoyeurs de Belzébuth, c'est le dernier. Mais vous savez, c'est un peu la tradition de la bande dessinée un petit peu des années 50, celle qui m'a fait rêver quand j'étais gosse. Regardez certains titres de Jacques Martin, comme L'île maudite, par exemple. C'est vrai que ces termes ont un impact assez fort. Hein, j'ai moi-même, effectivement,
le prisonnier de Satan, il doit y avoir il y a le diable et le cathare, si mes souvenirs sont bons. Mais j'alterne avec des titres des fois plus poétiques, comme Poussière d'Ispahan. Cela dit, même si Ispahan c'est le pays des roses, l'histoire elle est assez dure également. Ouais. Florence Magnet, je dois vous avouer quelque chose. Lorsque j'ai lu votre livre De l'autre côté du monde, de l'autre côté du ciel, j'ai compris pourquoi vous devez remporter le prix coup de cœur. Qu'est-ce que ça représente pour vous gagner et remporter un prix comme celui-là? C'est fantastique parce que c'est l'occasion de venir ici, que j'aurais pas eu autrement, donc c'est grâce à mon travail. Et en plus, ce travail m'a fait avoir ce prix. Puis en plus, ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment, c'est sincère, je pense. Réal Filion, puis les organisateurs ont décerné le prix coup de cœur, et je crois que c'est vraiment, comme le nom l'indique, quoi. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pourquoi avoir décidé de travailler avec le monde de l'imaginaire? Parce que c'est celui qui m'était le plus proche graphiquement. Ça fait 15 années que je travaille dans l'illustration, et ensuite 5 années dans la BD. Et c'est vrai que le dossier a toujours tourné un petit peu autour de thèmes comme ça, un petit peu décalés par rapport à la réalité quotidienne. Donc c'est beaucoup des couvertures de livres, heroic fantasy ou science-fiction, et maintenant un texte de bande dessinée qui est un petit peu dans la foulée quand même. Et comment faites-vous le choix de vos personnages? Par des gens qui sont dans votre entourage? Ben non, pas du tout, parce que les textes, c'est pas moi qui les écris, donc je travaille avec un scénariste qui est assez connu, qui a déjà fait plein d'histoires, de types très différents d'ailleurs, et là, c'était assez simple pour moi, parce que quand on lit le texte, les dialogues, ça c'est évocateur, donc il y a des personnages qui se détachent, dont on distingue à peu près les traits. Alors, après, il faut quand même faire une petite étude graphique pour bien les maîtriser, parce que c'est pas évident, au long d'un album, de conserver une physionomie précise, et puis de le faire rire, souffrir, pleurer, etc. Mais c'est un travail vraiment en commun, c'est une fusion entre le texte et le dessin. Enfin, l'idéal, c'est ça. Parlez-nous justement de cette chimie qu'il doit avoir entre le scénariste et le dessinateur. Ben là, elle s'est très bien passée. Alors, c'est difficile d'en parler parce que c'est quelque chose d'un petit peu magique, ça, je crois. Moi, j'avais lu le synopsis, c'est-à-dire le résumé de l'histoire, dans un premier temps. Et c'est vrai que ça m'avait accroché parce qu'encore une fois, c'est une histoire un petit peu décalée par rapport à la réalité, mais on peut difficilement mettre une étiquette dessus. Ça peut évoquer un peu Jules Verne, c'est un peu intemporel, il n'y a pas d'époque précise, et c'est ça qui m'intéressait justement. C'était quelque chose d'un peu nouveau dans le domaine onirique, quoi. Et après, mon Dieu, je pense que c'était réciproque, c'est-à-dire que les dessins que j'avais montrés à Rodolphe, les dessins précédents, enfin de mes travaux d'illustration, l'avaient accroché aussi. Donc il y avait une correspondance entre son univers et le mien. Et après, il y a un travail qui se fait qui est plus ou moins de collaboration, c'est-à-dire qu'il a modulé un peu son histoire en fonction des dessins et on s'est fait un peu plaisir sur certaines séquences. Est-ce que le marché de la bande dessinée est un marché qui est facile à percer? Dans mon cas, oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une généralité en vous disant oui, c'est très simple de réussir dans la BD, je pense que c'est pas vrai. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça faisait déjà 10 années que je travaillais dans l'illustration et c'est Christian Godard et Julio Ribera, qui sont les auteurs du Vagabond des Limbes, qui étaient là l'année dernière d'ailleurs, au Festival du Québec, qui m'ont encouragé à faire de la bande dessinée. Et au départ, ça ne semblait pas évident, d'autant que j'ai une technique assez particulière. Et ils m'ont dit, mais si, avec cette technique-là, ça passe très bien. C'est la technique de l'illustration. Et donc, à la limite, ça m'a été offert sur un plateau parce que, c'est presque eux qui m'ont demandé d'en faire. Alors qu'habituellement, il faut frapper à bien des portes avant d'avoir le premier album. Et une participation au Festival de la bande dessinée, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est fantastique déjà parce qu'il y a un rapport avec le public qui est généralement très encourageant. Puis ça, on en a besoin parce que c'est quand même un travail de longue haleine, un travail qui est dur quand même, qui implique 2 années vraiment d'immersion totale. Et après, quand l'album est enfin là, c'est presque une naissance, on a besoin de savoir ce que les autres en pensent. Parce que quand on reste si longtemps sur un boulot, on ne le voit plus. On ne sait plus si on a bien fait, mal fait, c'est assez troublant, quoi. Et pour se rassurer, pour retrouver la force de repartir à nouveau, on a besoin du regard des autres et de leurs critiques, et de leurs encouragements à plus forte raison. C'est très important. Régis Loisel, vous êtes français et moi ça m'amuse beaucoup de vous interviewer parce que vous êtes un peu un cousin de loin, parce que vous venez de la même région que mes ancêtres, parce que mon nom, comme on le sait, c'est Loisel aussi. Donc vous avez dessiné des choses comme Le Rige, Peter Pan. Le plus récent, c'est Peter Pan. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu. Est-ce que c'est l'histoire originale que vous avez repris? Non, pas du tout. Peter Pan, en fait, c'est ma volonté première, c'est de raconter la genèse de Peter Pan. C'est-à-dire de raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Peter
et qui un jour deviendra une légende, donc qui deviendra Peter Pan. Alors ça n'a rien à voir avec le roman de James Matthews Barry, mais disons que je prends les ingrédients, les caractéristiques de chaque personnage, c'est-à-dire qu'il y aura le capitaine Crochet, mais dans mon histoire, c'est le capitaine, il a encore ses deux bras, hein, il y a l'histoire du crocodile, il y a la fée Clochette, il y a les enfants perdus, tous les ingrédients existent, mais je les remanie différemment, c'est-à-dire que je prends leur origine. Voilà. Votre dessin est très intéressant, et il est très détaillé, et assez original, et je ne sais pas, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Pourquoi? Ah ben, moi je ne sais pas, hein. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est venu naturellement comme ça? Ben oui, on ne fabrique pas un dessin, comme on ne fabrique pas une musique, enfin les choses viennent du cœur, et à ce moment-là, bon ben comme on fait un métier public, on dispatche ce résultat, et c'est le public qui décide. Alors moi c'est ça qui m'épate, parce que c'est la même question que je me pose, comment ça se fait que le public réagit de cette manière à mes dessins, à mes histoires, ça m'échappe complètement. Donc je ne sais pas, je ne le fais pas exprès. Hein. Ouais. Tant mieux pour moi alors. Mais vous aimez les mondes imaginaires, on ne sait pas à quelle époque ça se situe, où ça se situe. Pourquoi être allé dans ce sens-là? Ben, c'est tout simplement parce que j'aime les choses intemporelles, et en plus de ça, je suis un dessinateur qui est plutôt un dessinateur spontané, c'est-à-dire que je déteste prendre de la documentation, avoir des références photographiques ou des choses comme ça. Bon, il m'arrive d'en avoir, mais c'est très 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 rare, ce qui fait que je suis complètement libre, et ça donne un côté fantaisiste au dessin, un côté un petit peu magique, ce qui fait que les gens, moi je travaille avec... J'essaye de travailler avec, avec le cœur, avec l'émotion, avec mes souvenirs d'enfant, avec mes impressions, mais j'essaie de travailler directement, c'est-à-dire que je n'analyse pas trop, je fonce, et après, bon, c'est le premier jus, quoi, que je donne, j'essaye de donner le premier jus, quoi. Ouais. J'essaye pas de trop intellectualiser, montrer, ni de vouloir faire absolument séduisant ou autre, quoi. Mais il y a quand même assez de violence des fois dans vos bandes dessinées. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ben, parce que dans le Rige. Hein? Oui, dans le Rige ou même dans Peter Pan. Dans Peter Pan, c'est encore plus fort, je crois. La violence est beaucoup plus présente, mais on vit dans un monde de violence. Je crois que nous tous, nous côtoyons la violence, mais ça peut être une violence pas forcément physique, ça peut être une violence intellectuelle et émotionnelle, et donc pourquoi pas en parler? C'est-à-dire qu'en révélant le cauchemar et la violence, je révèle aussi le côté positif, le côté émotionnel, le côté amour, et inversement, en développant l'amour, je développe le cauchemar aussi. Donc le rêve et le cauchemar, c'est deux éléments antinomiques, mais qui sont là pour donner une crédibilité aux histoires, quoi. Et c'est pas un rêve, vous avez gagné un prix ici à Québec. C'était quoi déjà? C'était le prix j'essayais de l'album francophone. C'était très gentil, très sympa. C'est disons que le deuxième prix que je remporte ici, quoi, donc lors du premier festival, et puis donc lors du 8e festival. Je suis très touché de l'accueil que m'ont fait les Canadiens, les Québécois, pardon. Hein, on peut dire les deux. Les deux, quoi. Hein. Voilà, non, c'était très sympa, quoi. Que vous avez des projets à court terme en terminant? Bah, disons à court terme, tout bêtement, essayer de continuer de mon Peter Pan, là, c'est-à-dire que j'ai encore 2 albums à faire. Oui, enfin 2, hein, il y aura 5 albums en tout. Donc là, je vais commencer à entamer le 4e. Là. Voilà. Alors on espère que vous allez nous revenir ici au Québec le plus rapidement possible. Ben, j'espère bien, et puis j'espère surtout y passer des vacances, découvrir le Canada dans toute sa beauté, c'est-à-dire la nature, les animaux, les lacs et les rivières. Et j'espère sortir à la fois de Québec et de Montréal, parce que j'aimerais enfin voir le vrai Canada. Oui. Une queue de castor, bordel. Hein? Pourquoi pas? Vous avez un très beau nom à passant. Hein? Ah ben oui, toi aussi d'ailleurs. Hein? Merci. Vous aussi, enfin, on doit peut-être vous voyer. Oui, on va vous voyer. Merci cousin. Cher cousin, à bientôt. À bientôt. On vous revient dans un instant. Monsieur Crénas, pouvez-vous nous parler de votre engouement pour la bande dessinée? Depuis quand vous êtes intéressé à la bande dessinée? Ça fait plusieurs années. Enfin, j'oserais pas dire depuis toujours, donc, hein, mais depuis très 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 longtemps. Mais je n'avais jamais l'idée de faire de la bande dessinée, mais je lisais de la bande dessinée de l'époque
vous n'étiez pas né, certainement. Hein. Possiblement, mais pourquoi vous êtes intéressé surtout à la bande dessinée qui s'intéresse aux enfants, comme je parle de Catras, par exemple? Les Catras, oh, mais disons que dans ma carrière, parce que je suis un très vieil homme, il y a à peine une trentaine d'années que je fais les Catras. Et puis parlez-nous de cette série. Combien d'albums compte cette série? Combien d'albums compte cette série? Ah mais je ne sais pas le nombre exact d'albums parce que je n'ai pas fait que les Catras, j'ai fait Chevalier Ardent, et puis avant ça j'ai fait des Pommes et Teddy, et puis avant ça j'ai fait encore d'autres choses. Donc je ne sais pas dire le nombre d'albums. Les Catras, c'est 32, 33. Oui, 33 je crois. Donc Chevalier Ardent, c'est une petite quinzaine. Comme était dit, c'est une petite douzaine. Et puis d'autres encore. Donc non, je ne saurais pas dire. Quand on aime bien, on ne calcule pas. Hein? Effectivement. Et puis en plus, je pense qu'il y a une série, il y a un album des Catras qui se déroule au Québec. D'où vous avez pris vos inspirations? C'est à cause de mon chum. C'est à cause de mon chum, donc Réal Filion. Alors bon, et je l'ai mis dans mon album également. Hein. Vous avez remporté en plus un prix, le prix justement pour l'ensemble de votre œuvre. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, ça c'est le privilège de l'âge, hein, c'est tout. Hein. Oui. Enfin, je suis très fier de pouvoir, je sais pas, ramener ce trophée en Belgique. Et puis en plus, on dit souvent de père en fils, mais cette fois-ci, c'est de père en fille, puisque votre fille a écrit une petite bande dessinée qui s'appelle Esperanto. Oui, elle a scénarié, donc. Oui. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette bande dessinée que vous avez écrite? Oui, en fait, j'ai découvert la langue internationale il y a une dizaine d'années environ, et j'ai trouvé ça absolument formidable. J'ai commencé à l'étudier, à la pratiquer, j'ai eu envie de l'enseigner même à des enfants, ce que j'ai fait, puis après des adultes. J'ai participé à des tas de rencontres internationales avec beaucoup de gens de tous les pays. J'ai trouvé ça formidable. Florence Magnet, pouvez-vous nous décrire ce qu'on voit juste ici, à côté de nous? Et là, c'est la couverture du dernier album qui s'appelle Mary la Noire. Donc, c'est pas une planche intérieure, hein, c'est vraiment la couverture. Et le titre est rajouté en haut. Alors, ça essaie de refléter un peu l'atmosphère générale, c'est-à-dire que ça se passe dans une ambiance qui est plutôt 18e siècle, et comme c'est une histoire de pirates, mais toujours pareil, hein, un petit peu décalé, un petit peu poético-lyrique, mais donc il y a un bateau pirate, et puis en même temps, comme c'est une histoire quand même en sous-titre, les trépassés, où il y a beaucoup de morts qui reviennent, de revenants, une ambiance assez étrange, c'est pour ça qu'il est dans une ambiance celtique, avec des pierres tombales, et voilà. Parce que dans l'autre album, vous travaillez beaucoup avec les légendes. Par exemple, je me rappelle, vous parlez du Père Noël, avec les sirènes. Est-ce que c'est important pour vous, cet aspect de légende-là? C'est-à-dire, là, ça faisait un peu partie de cet aspect dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, un petit peu se faire plaisir, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'avais, dans un premier temps, cherché en tout cas à faire des illustrations pour enfants. Et le domaine du conte, c'est vrai que ça collait bien en plus avec cette histoire-là. Donc on a toute une séquence sur Noël où on s'est vraiment fait plaisir avec des petites maisons décorées qui ressemblent un peu au Québec ailleurs. Et puis une séquence avec les sirènes, un univers sous-marin, enfin plein de choses comme ça. Et bon, dans l'histoire, si on la lit, vous pourrez comprendre pourquoi il y a toutes ces légendes qui en fait sont censées trouver leurs racines dans cet univers qui est décalé par rapport au nôtre. Si on parle plutôt au niveau de la conception d'un album, pouvez-vous nous dire combien de temps ça peut prendre pour concevoir un album? Le concevoir, c'est-à-dire que c'est plutôt le travail du scénariste. À la limite, il y a le synopsis dans un premier temps. Ensuite, il y a le développement même du scénario, découpage, dialogue, un peu comme dans un film. Ça prend environ 3 mois à peu près. Et puis, la partie vraiment graphique, qui, elle, prend, dans mon cas, plus d'1 an, entre 1 an et 1 an et demi. Et avec quel instrument vous travaillez pour faire le dessin, par exemple? Le dessin, alors là, moi, c'est très simple, en fait, parce que le dessin, c'est du crayon sur du papier, et la mise en couleur, c'est des petits pinceaux avec des pots acryliques, c'est une peinture à l'eau. En tout cas, félicitations pour vos dessins, parce que vous réussissez vraiment à nous faire rêver. Merci beaucoup. Et M. Chaillet, en terminant, pourquoi Vasco a tant de succès? Le dessin, en fait, est assez conservateur. Et ça fait penser un peu à Tintin et ce genre de choses. Mais vous savez, Jacques Martin a travaillé très longtemps pour Hergé, donc sur Tintin. J'ai moi-même travaillé avec Jacques Martin, donc c'était une espèce de filiation, d'une continuation. En fait, j'ai voulu faire le style qui m'avait fait rêver quand j'étais enfant. Et comme c'est un style assez classique,
il y a toujours des amateurs pour ce style qui est assez précis. C'est vrai que pour chaque décor, je vais sur place, je prends des photos, je vais consulter des archives. Un travail intéressant. Ah oui, je suis un petit peu archéologue dans l'âme. Hein. Et je crois que cette précision du décor, du détail, la véracité des costumes, plaît bien au lecteur. Et puis j'espère faire des histoires qui fassent rêver les gens surtout. Eh bien, ça nous fait rêver et ça nous plaît beaucoup, M. Chaillet. Merci beaucoup de votre présence ici. Un immense merci à vous. On revient dans un instant. Monsieur Marc-André Gilliqueur, vous êtes géographe et on se retrouve ici au Salon de la bande dessinée et peut-être qu'il y a une bande dessinée sur le sirop d'érable, mais en tout cas vous venez de sortir une revue sur le sirop d'érable, la sériculture qu'on appelle au Québec et c'est particulièrement intéressant. Parlez-nous pourquoi, premièrement, vous avez décidé de faire ça. En fait, c'est la Société des professeurs de géographie du Québec qui a décidé de produire une monographie spéciale sur la sériculture. Tout d'abord parce qu'aucun document n'avait été fait sur le sujet. D'autre part, la sériculture au Québec est un élément du patrimoine québécois presque unique puisque le Québec produit 85% du sirop d'érable ou encore des produits d'érable dans le monde. Alors, on est tout important de faire connaître aux gens, la population, cet élément-là de la culture québécoise. Mais oui, parce que nous, à Québec Monde, évidemment, ça nous intéresse, cet aspect international. On a vraiment, comme vous dites, un quasi-monopole. En même temps, c'est une tradition. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez dit dans l'entrevue que c'est un Français qui aurait inventé cette habitude de faire cuire l'eau d'érable. Oui, effectivement, dans un des articles écrits par le père Lucien Campeau de Montréal, celui-ci relate que c'est Michel Sarrazin, le premier médecin français qui est venu en colonie ici, qui, apercevant les Amérindiens entailler de façon rudimentaire les arbres, s'est pris à faire cuire la sève pour la débarrasser d'une partie de son eau. On devrait peut-être dire bouillir. Bouillir. Et effectivement, au fur et à mesure que la sève bouillait, bien, effectivement, il y avait un processus chimique qui se passait, c'est-à-dire qu'apparaissait un sirop, qui même a servi à l'époque, on croyait, d'élément médicinal. Soulagement des maux de poitrine, etc. Et effectivement, le sirop s'épaississant devenait de la tire, et la tire, effectivement, devenait du sucre, parce qu'à l'époque, ici, dans la colonie, en Nouvelle-France, on n'avait pas de sucre. Donc, on peut dire que le premier sucre, il est français, parce que c'est un Français qui l'a fabriqué, à partir de l'observation seulement de ce que faisaient les Amérindiens. Oui. Alors, quel genre d'informations on retrouve dans cette revue? Alors, en fait, j'ai vu, il y a toutes sortes de choses. On peut à peu près tout savoir sur la sériculture. À peu près tout, oui. Il y a 18 articles de fond, autant sur l'histoire du sirop d'érable qu'une chronologie sur tout ce qui s'est passé en termes d'équipement ici au Québec de 1632 à 1994. Il y a un article majeur sur le poids économique de la sériculture de notre économie. Il y en a sur les goûts et arômes. Il y a une bibliographie complète pour ceux et celles qui seraient tentés de se fabriquer du sucre ou des bonbons à base de sucre d'érable. Et ainsi que, par exemple, sur la morphologie de l'érable et le mécanisme de la coulée. Beaucoup de gens ne savent pas par quelle mécanique, par quel miracle la sève monte dans un arbre qui s'appelle l'érable et que cette sève, en redescendant, est recueillie dans des chaudières ou encore par un système de tubulure. Donc, il y en a pour tous les goûts, dans un langage compréhensible pour la population. Donc, ça demeure un document qui sera toujours d'actualité parce qu'il est intemporel, il est là, parce qu'on l'a voulu ainsi. Est-ce que vous pensez que l'industrie du sirop d'érable au Québec peut avoir plus de succès sur les marchés internationaux? Déjà, la sériculture québécoise s'est ouverte sur le marché international. On exporte énormément actuellement en Europe et beaucoup extrêmement aussi au Japon. Et j'ai même eu l'occasion de constater qu'il y a des produits de l'érable en Afrique du Nord, notamment au Maroc, où je suis allé récemment, effectivement. Alors, l'activité acéricole se discipline actuellement de plus en plus. Le sirop d'érable est de qualité. Les produits de l'érable sont de qualité parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sirop d'érable est le seul produit bioalimentaire qui est produit à la ferme, donc qui échappe au contrôle d'inspection bioalimentaire normaux. Alors, ça force les acériculteurs à se discipliner, à sortir un produit de très haute qualité parce qu'il en va, dans le fond, de leur recette monétaire en bout de ligne. Alors, c'est le temps d'aller à la cabane à sucre ces temps-ci. On est le printemps, évidemment. Mais si on veut en savoir plus, si on veut comprendre un peu qu'est-ce qu'on mange quand on va à la cabane à sucre, bien, il faudrait peut-être lire cette revue. La revue s'appelle Géographe et donc,
c'est sous votre direction de M. Marc-André Jolicoeur que ça a été construit avec plusieurs personnes, en fait, qui sont très compétentes. Et comment on peut se procurer ce document? De deux façons. On peut soit communiquer avec l'Institut québécois de l'érable, la pièce civile, en composant le numéro 1-800-372-2530, à pièce civile, donc le numéro sans frais. Et à Québec, ici, à 527-6943. La revue se vend 12 toutes taxes comprises, manutention et envoi postal. Donc, un montant net 12 Et à ceux et celles qui se procureront, je leur souhaite une très bonne lecture. Oui, et on a hâte d'aller à la cabane à sucre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Comme nous l'avions dit en début d'émission, l'équipe de Québec Monde s'est rendue au Musée de la civilisation cette semaine pour voir une exposition vraiment intéressante. C'était l'inauguration, une exposition qu'on appelle les hommes de fer. On parle d'armures, en fait, de très belles armures qui sont exposées là-bas. Et ça nous provient d'Autriche, hein? C'est pour ça qu'il y avait des Autrichiens. Oui, Jacques, justement pour le lancement de cette exposition-là, sur place, il y avait plusieurs délégués d'Autriche, dont Walter Wickem, qui est ambassadeur d'Autriche au Canada. Il y avait aussi M. Kurt Jungwirth, qui est un spécialiste des armures. On aurait pu parler avec lui pendant des heures. Mais quand même, on a un petit bout de sa conversation avec le public là-bas. Et dans les semaines qui viennent, nous allons vous présenter à Québec Monde un reportage sur cette exposition, un reportage détaillé. Et ce sont des armures du 16e siècle, Annie. Mais il n'y a pas seulement des armures. En fait, Nicole Grenier, qui est chargée de projet du Musée de la civilisation, c'est ce qu'elle nous disait. Ça nous disait qu'il n'y avait pas seulement des armures, mais aussi des peintures, des sculptures. Et en même temps, on dit qu'on réserve au plus grand public québécois 2 artefacts qui n'ont jamais été montrés au public. Alors, de très belles choses à voir en perspective au musée. Rendez-vous là-bas tout de suite si vous voulez, mais de toute façon, à Québec Monde, on va vous en reparler. Et ici, au Festival de la bande dessinée, il n'y a pas seulement que des BDistes, Annie, il y a aussi des caricaturistes. Et il y a quelqu'un qui est en train ici de nous jouer un petit tour, je crois. Oui, Jacques, paraît-il que dans la vie, il faut apprendre de rire de soi-même. Bien, alors, je pense qu'on devrait aller voir de quoi on a l'air. Peut-être on va rire jaune. On a l'air de ça comme ça. Hein? C'est pas si mal. Alors, sur cette note, passez une très belle semaine et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Québec Monde. Merci beaucoup, Annie. C'est plaisir, Jacques. Bonne semaine.